Salam alaikum. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours La résistance des matériaux, donc nommé RTM. Donc, dans ce premier chapitre, on va principalement faire une introduction à la résistance des matériaux, donc nommé RTM. Notre cours, il va être suivant un plan. Donc, pour ce qui concerne le plan du premier chapitre, bien sûr, donc il va être comme suit. Donc, on va euh, débuter par l'objectif principal de ce cours, après définition, deuxièmement but de la RTM, bref historique de la RTM, donc ça veut dire les grands titres historiques, si on veut dire, donc qui ont marqué donc l'histoire de la RTM, la résistance des matériaux. Après on va voir donc les champs d'application de la RTM. Après on va énoncer les deux principes fondamentaux de la RTM, ça veut dire la théorie et la pratique. Les principaux hypothèses de la RDM, donc ça elle est très très important. Donc pour ce qui concerne donc les gens qui font donc l'étude de la RDM, car sans ces hypothèses-là, donc concernant les matériaux, son comportement, donc des hypothèses concernant la géométrie et bien d'autres hypothèses donc, sont à la base de la RDM, bien sûr. Donc après, septièmement, on va voir les efforts intérieurs, ou bien nommé, donc il est très connu sous le nom des torseurs de cohésion. Après, on va voir les composants des torseurs de cohésion, donc entre parenthèses, ici on va voir les types des sollicitations qui existent en RTM. Et pour enfin donc illustrer donc les choses que nous avons vues, on va finir ce chapitre par deux exercices d'application principalement. Donc lorsqu'on va énoncer donc la notion de convention de signes. Donc on va faire donc le premier exercice, on va le faire par une méthode et le deuxième par une deuxième méthode, donc pour voir la différence. Donc l'objectif de ce cours est principalement comprendre les notions de base de la RTM. Donc sans oublier donc pour faire étude de la RDM, donc il faut avoir deux prérequis. Principalement donc le premier, ce sera donc le principe donc fondamental de la statique, et ça c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, ça va concerner donc les liaisons mécaniques. Donc les liaisons mécaniques. Et bien sûr, il faut savoir écrire leur torseur et définir les degrés de liaison, les degrés de mobilité, etc. Donc, premièrement, définition. Donc, c'est quoi la résistance de matériaux? Donc, la résistance de matériaux est une branche de la mécanique appliquée vis-à-vis d'autres cours qui appartiennent à la mécanique appliquée. Nous avons la mécanique générale, donc la statique, la cinématique, la cinétique, la dynamique, donc la vibration des poutres, il y en a plein de pour ce qui concerne la mécanique appliquée, servant à étudier le comportement des corps solides sous l'action des différents types de charges. Donc les différents types de charges, qu'ils soient donc à distance ou bien de contact, de liaison, etc. Donc, la RDM donc, est une science qui traite les méthodes d'ingénieurs employées pour le calcul de résistance, de rigidité et la stabilité des éléments des ouvrages. Donc principalement, on va donner donc la différence entre résistance et rigidité, et on va énoncer quelle est la différence entre rigidité et dureté, car il y a pas mal de gens qui font la confusion entre ces deux termes-là. Donc, la résistance. Donc, la résistance d'un matériau ou d'une structure et sa capacité à résister à un effort important avant de se casser. Donc, ça, c'est clair. Tandis que la rigidité, dans pas mal de temps, donc pour la mécanique, donc on entend donc parler de rigidité, donc on peut donner l'équivalence de raideur. Raideur. Donc c'est quoi donc la rigidité? Tandis que la rigidité traduit sa résistance à la déformation si on lui applique un effort. Or il ne faut pas confondre entre rigidité, donc que nous avons vient de donner la définition, et c'est pas la même chose que la dureté. Donc la dureté c'est quoi? C'est l'aptitude d'un matériau donc, ou bien de sa surface donc, à résister donc, à un effort appliqué par un corps plus rigide que ce solide-là, bien sûr. Donc,
En fin de compte, donc, nous avons la notion de structure. Structure, c'est quoi? C'est tout assemblage de matériaux destinés à supporter une charge. Deuxièmement, on va passer vers le but de la RTM. Le but principal de la RTM donc, est de présenter les formes, les dimensions, donc les critères de base pour la conception des structures. Ça veut dire lorsqu'on va choisir un profilé, quel type de profilé on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser un profilé en I ou bien un profilé en U? Et quelles sont ces dimensions? Donc, et les matériaux, bien sûr. Par exemple, si on va donc choisir un profilé, on doit choisir donc l'un des types des matériaux existants, donc qu'il soit donc un acier non allié, donc d'usage général ou bien de construction mécanique. Il y en a plusieurs types pour un même acier, donc il faut choisir donc le bon matériau. Donc, et les matériaux des pièces dans les meilleures conditions de sécurité, bien sûr. Donc il faut assurer la sécurité de la structure, bien sûr. Lorsqu'on parle de la sécurité de structure, on parle principalement de sécurité des humains, bien sûr, qui vont utiliser donc cette structure-là, ou bien qui vont être en contact avec cette structure. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le critère économique, donc, qui est donc, l'un des facteurs les plus importants qui influençant le choix, surtout au niveau des matériaux. Donc, par exemple, si on veut prendre donc, un petit exemple au niveau de l'influence du coût sur le choix de matériaux, on peut prendre donc les deux bons conducteurs donc électriques qui existent au monde. Ce sont l'argent en premier lieu et nous avons le cuivre en deuxième lieu. Donc l'argent, on va le noter, donc l'argent. Et deuxième, donc ça c'est le premier, donc le bon conducteur. En deuxième place, on trouve le cuivre. Mais comme nous savons tous que principalement on utilise le cuivre et on n'utilise pas l'argent, donc le critère de choix ici il est purement économique, ça veut dire vis-à-vis donc le coût de l'argent, c'est pas la même chose que le coût du cuivre. Les études de résistance des matériaux se présentent en deux domaines, donc calcul de vérification, ça veut dire une structure existe déjà et on veut vérifier donc ça. Par exemple, on va augmenter donc la capacité ou bien la cadence de fabrication. Donc, on peut vérifier donc notre structure est-ce qu'il va résister. Sinon, on peut ajouter des renforts, bien sûr. Deuxième lieu, on trouve le calcul de détermination. Ici, donc, ça sera donc, on repart à zéro et on effectue notre calcul pour déterminer donc la forme de notre structure, bien sûr. Donc, troisièmement, on passe vers un bref historique sur la résistance de matériaux. Donc, jusqu'à donc le 15e siècle, toujours, nous avons une règle. Donc, c'est la règle d'or du 6e siècle et du 5e siècle. Plus c'est gros, plus c'est constant. Or que c'est pas le cas. Par exemple, de nos jours, donc on parle de d'autres choses. Par exemple, si on passe vers les matériaux composites ou bien vers les céramiques, donc on trouve des choses qui sont énormes. Donc avec des faibles dimensions, on peut supporter des charges qui sont incroyables, qui peuvent arriver jusqu'à les 100 000 newtons par exemple. Vis-à-vis donc un autre indice donc historique, c'est entre 1452 et 1519. Ici, on trouve Monsieur Leonardo donc da Vinci, donc il est très connu. C'est le premier qui abordera scientifiquement des problèmes de résistance mécanique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des essais donc sur des tubes en acier, donc il va faire des essais de traction principalement. Mais donc les résultats donc à ce stade n'étaient pas vraiment très adaptés donc vis-à-vis donc les moyens utilisés. Donc le sable, les sacs de sable, etc. Après on va se faire une deuxième époque, c'est l'époque vraiment très importante. C'est entre 1564 et 1642. Donc à cette époque on rencontre Monsieur Galilée, donc le père de la résistance des matériaux. Donc Monsieur Galilée, donc il a principalement passé les 8 dernières années de sa vie, donc principalement à faire des essais de la RDM et de traction et de flexion. Donc bien sûr sur des structures, en ajoutant donc en adaptant à des aciers, pardon. Donc,
malgré donc les travaux de ces précurseurs, donc ainsi que c'est de l'anglais donc Monsieur Hooke et Young, donc on va les rencontrer dans la suite de cours de l'RTM, donc on va parler des modules de Young, modules de Hooke, et on va voir donc quelle est la différence entre eux. Et des Français aussi, Monsieur Couchet, donc ça c'est donc elle est très très connue pour les gens qui font l'étude de l'élasticité, Monsieur Navier et Poisson. Donc on va rencontrer aussi le coefficient de Poisson pour ce qui concerne Navier. Donc on va rencontrer donc dans la suite, lorsqu'on va énoncer les hypothèses de l'RTM, l'hypothèse de M. Navier et Bernoulli bien sûr. Donc or que tous ces gens-là, donc du 6e siècle au début du 19e siècle, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que des calculs de résistance de matériaux soient utilisés pour démotionner des structures. Et de nos jours, donc la résistance de matériaux, vraiment, elle est très très appliquée dans différents domaines. Et voilà, donc on va voir donc quatrièmement les champs d'application. On trouve en premier lieu donc la construction et l'architecture, donc génie civil ou des bâtiments. Deuxièmement, on trouve la mécanique, les machines, donc bien sûr lorsqu'on parle de machines, je parle de machines d'usinage, donc qui soient tours commande numérique, donc des centres d'usinage, etc. Des moteurs, donc des moteurs qui soient donc d'avion ou bien d'autres types. Donc nous avons l'hydraulique, l'électricité, la physique, matériaux, le biomédical, donc il y en a plein. Donc la résistance de matériaux, donc elle est très très importante car elle est très très appliquée. Même donc il y en a certaines disciplines qui sont on ne peut pas donc faire le choix ni l'étude sans avoir donc par exemple pour les gens de la génie civil, bien les gens de la hydraulique, donc le domaine automobile aussi, donc les navires de pêche, on trouve aussi le domaine nucléaire, il est très 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 appliqué. Donc même ici au Maroc, lorsqu'on parle de la résistance de matériaux, on le trouve principalement au lycée, donc avec la baccalauréat sciences et technologies mécaniques. On le trouve aussi soit en BTS, donc pour les gens BTS productique, ESA, matière plastique et composite, pardon, et aussi la conception de produits industriels CPI. On trouve aussi pour les DUT, donc qu'ils soient donc le GMP, donc le génie mécanique et productique, donc qu'ils soient des licences, des masters, ou bien pour les gens des classes préparatoires, surtout pour la branche TSI. Donc maintenant, on passe vers les principaux fondamentaux. Donc, la résistance de matériaux est basée sur deux principes fondamentaux. Donc, les résultats théoriques de la mécanique, bien sûr, donc les calculs que nous allons voir donc entamer dans la suite du cours, parce qu'on va faire des exercices d'application, et les résultats des travaux expérimentaux. Donc, ça veut dire l'échange entre ces deux, si on veut dire, ces deux domaines, donc la théorie et l'expérimentation, donc ils ont fait donc une très très grande évolution de nos jours que nous voyons, donc principalement lorsqu'on parle de la tour Eiffel par exemple en France. Si la tour Eiffel donc a été fait de nos jours, donc on va principalement économiser à peu près le 1/3 du matériau donc ou bien de l'acier utilisé donc vis-à-vis donc le développement dans différents domaines donc dans les sciences de matériaux, dans la RDM, dans bien sûr les traitements thermiques, donc il y en a, on peut avoir donc ce gain là tout en incluant bien sûr ces différents domaines. Maintenant on passe vers la chose la plus importante de l'ARTM. Donc on va passer donc vers principalement les principaux hypothèses. Donc tout d'abord donc on va commencer par des hypothèses donc sur le donc hypothèse sur le matériau. Donc le matériau est supposé donc continu. Ça veut dire quoi continu? Ça veut dire ni fissure ni cavité, ni au niveau des grains ni au niveau des mailles. Donc lorsqu'on parle des mailles, donc comme vous savez donc il y en a certains mailles qui sont très très utilisées. On trouve la maille donc CC, donc cubique centré. On trouve aussi la maille CFC, donc cubique face centrée. Et on trouve aussi donc la maille hexagonale compacte. Donc c'est ça, donc il n'y a pas, donc c'est entre parenthèses. Donc ensuite, il faut que le matériau soit homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments du matériau ont
une structure identique. Et ça, on ne peut pas l'appliquer principalement donc la résistance de matériaux, donc surtout pour les matériaux composites, car donc ils sont pas, donc on peut dire qu'ils sont hétérogènes et non pas homogènes. Et isotrope, donc ça veut dire quoi isotrope? Ça veut dire en tout point et dans toutes les directions, donc le matériau possède les mêmes caractéristiques mécaniques. Ça veut dire si on prend une poutre et on associe à cette poutre donc un repère, donc x, y, z, ça veut dire dans n'importe quelle direction, si on applique une charge, donc on doit trouver donc soi-disant donc les mêmes comportements du matériau. Ensuite, on passe vers les hypothèses du comportement des matériaux. Donc on suppose, admis que quand chaque point, donc contrainte et déformation sont proportionnelles, ça veut dire on parle de linéarité. Donc parce que donc dans certains cas on parle de donc pour les gens qui connaissent ça donc on parle des matériaux à mémoire. Donc les matériaux à mémoire, donc ça c'est un autre phénomène. Donc on ne peut pas parler de linéarité, ça veut dire la contrainte et la déformation ils sont pas proportionnels. Donc pour les contraintes, pour la notion de contrainte, pour les gens qui ne la connaissent pas, donc lorsque je parle principalement de contrainte, je parle d'une soi-disant donc une quantité de force donc appliquée sur une surface. Donc dans pas mal d'ouvrages on trouve la contrainte, sa notion, pardon, donc on trouve sa notation c'est le C donc au point donc M donc par un vecteur directeur N. Donc ça donc c'est la notation des contraintes. Mais autrement donc l'unité c'est le newton par le millimètre carré, donc c'est le newton par le millimètre carré si vous voulez bien sûr, ou bien le mégapascal, donc, ou bien le mégapascal. Mais quelque chose de très important à noter, on ne peut pas voir les contraintes, ça veut dire qu'ils ne sont pas vus à l'œil, mais par contre on voit leurs conséquences, on peut les voir, ça veut dire les déformations. Les déformations ici, lorsqu'on parle de déformation, on parle soit de déplacement, ça veut dire allongement ou bien de rétrécissement. Donc nous avons donc une poutre donc, qui va s'allonger, donc la longueur il va augmenter, bien sûr sa section il va diminuer. Ou bien dans le cas où on va voir donc un rétrécissement, ça veut dire sa longueur donc il va diminuer, la section il va augmenter. Et lorsqu'on parle de rotation, donc ici donc lorsque nous avons donc une rotation d'une poutre, si on veut dire donc tout simplement, donc sont proportionnels, donc et on parle de linéarité. Autre chose donc est qu'après déformation l'élément revient à son état initial. Et ici on parle principalement d'élasticité. Donc voilà, donc lorsque je parle d'élasticité, l'élasticité c'est quoi? Donc elle a une définition très connue, donc c'est l'aptitude d'un matériau à reprendre son état initial après avoir subi une déformation. Et ça, on va le voir principalement lorsqu'on va étudier l'attraction. Toujours, on va continuer avec les hypothèses. Nous avons une autre hypothèse qui est très très importante, c'est la petitesse des déformations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déformations dues aux charges sont négligeables par rapport aux dimensions des éléments et la configuration géométrique reste inchangée. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc, si on, par exemple, on fait une comparaison entre la déformation ou bien les déformations que nous avons obtenues avec les dimensions, donc la longueur, la largeur, etc. et la hauteur d'une poutre, on trouve que cette déformation ou bien ce déplacement, elle est principalement très très faible. Donc, on peut dire qu'il est négligeable, donc à certains stades. Maintenant, on va passer vers l'hypothèse des sections planes, ou bien très connue sous le nom de l'hypothèse de M. Navier-Bernoulli, dont M. Navier, donc nous avons parlé tout à l'heure de M. Navier. Donc, les sections droites restent planes et normales à la fibre moyenne au cours de la déformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de gougissement. Ça veut dire les sections planes, donc perpendiculaires à la ligne moyenne, restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne après déformation. Donc, la dernière, donc c'est pas la dernière, mais avant la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de Saint-Venant. Tous les efforts qui interviennent
dans la théorie peuvent être schématisés par leur torseur résultant. Donc ça, donc il va être plus clair donc avec lorsqu'on va illustrer ça dans les TD. Donc voilà donc vis-à-vis donc l'hypothèse de petite déformation, ça veut dire lorsqu'on parle pas de gauchissement, donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons donc les sections ici, elles sont principalement elles sont planes donc et perpendiculaires. Même chose, donc après avoir subi une déformation, donc comme vous voyez ici, donc nous avons toujours la ligne moyenne, c'est celle-là. Donc la ligne moyenne, donc on peut la caractériser. Donc si on prend chacune de ces sections, donc nous avons 0, 1, 2, 3 et 4, et on prend leur centre de gravité. Donc on peut le nommer G0, G1, G2, G3 et G4, comme ça si vous voulez. Après, on trace la ligne moyenne, donc de telle sorte qu'il soit perpendiculaire à chacune des sections, donc au point ou bien dans leur centre de gravité. Donc ça c'est lorsque nous n'avons pas de gauchissement. Donc de plus, donc à noter que donc pour ce qui concerne donc les efforts, si on veut donc tracer, nous avons ici donc un autre effort qui est F. Donc on va constater que notre effort il va pas changer de emplacement. Donc voilà, donc ce sont des hypothèses qui vont nous servir pour faire l'étude. Maintenant, si on va ignorer l'hypothèse des petites déformations, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que avant déformation, donc la ligne moyenne, elle était perpendiculaire à la section, mais après déformation, ici on parle de gauchissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sections planes ne sont pas toujours perpendiculaires à la section moyenne après déformation. Et même, donc, à noter pour les efforts, donc si on fait donc notre effort, donc F, donc ici, donc on va constater que notre effort, donc il va principalement subir un petit déplacement, donc si on veut faire donc ici, donc nous avons une petite déformation, c'est pas la même chose que ici. Donc ça c'est c'est une démonstration bien. Nous avons donné plus de clarté sur les hypothèses que nous avons vues. Voilà donc la dernière hypothèse. Donc ici on va parler de l'hypothèse sur les géométries des solides. Donc ça aussi elle est très très importante. Donc la résistance de matériaux étudiée uniquement des solides en forme de poutre, solide et idéal, présente. Donc, voilà donc comment peut-on dire, donc dans certains cas on peut dire que on va supposer que ce solide représente donc une poutre. Donc il faut avoir dans le premier lieu donc les dimensions longitudinales importantes par rapport aux dimensions transversales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on va prendre, si on veut dessiner donc à titre d'exemple, on va prendre donc on va prendre donc un cylindre, si vous voulez. Pardon. Donc lorsqu'on va donc faire donc le dessin, donc si on fait une comparaison entre la longueur et ici donc le diamètre, on va rencontrer qu'il y a que la longueur elle est suffisamment grande par rapport au diamètre. Donc deuxième point très important dans cette hypothèse là, c'est des sections droites constantes ou variables notamment en dimension ou en forme. Ça veut dire si notre poutre ne doit pas avoir donc un changement brusque de dimension ou bien de section. Ça veut dire qu'on ne doit pas passer donc brusquement, donc sinon on va faire appel à quelque chose qu'on nomme dans la mécanique, c'est les concentrations de contraintes. Donc ça on va le voir dans la suite de cours lorsqu'on va faire donc l'étude de l'RTM, donc au niveau de la traction, la torsion et la flexion. Donc voilà, donc on va prendre donc un exemple qui va illustrer donc une poutre. Donc voilà notre poutre, donc elle représente donc certaines sections, donc c'est la première, la deuxième et la troisième. Donc à chaque point, donc nous avons A, G et B, ce sont les centres de gravité de ces sections. Et voilà notre ligne moyenne.
il y en a donc certains bouquins, on trouve fibre moyenne, donc c'est presque donc la même chose. Et nous avons ici donc un changement de diamètre, vous allez constater, mais à noter que ce changement de diamètre, il est principalement petit, donc ça ne va pas représenter de changement brusque. Donc l'hypothèse donc entre les dimensions longitudinales et les dimensions transversales pardon, on trouve donc si on prend donc L, elle va être supérieure carrément donc à 4 ou 5D. Ici on trouve principalement, donc l'étude ils ont montré qu'on trouve à peu près 30% des résultats, donc des résultats réels. Or que si on veut donc avoir donc 90% des résultats réels, ça veut dire on veut se rapprocher le plus tôt possible du cas de la réalité, on doit prendre L, donc qui doit être carrément donc supérieur à 10D. Donc ça c'est à noter, donc à prendre en considération. Donc ici donc vous avez 30% des résultats ils sont proches de la réalité, mais si vous prendrez L donc supérieur à 10D, donc vous avez donc jusqu'à 90, 10 même, il y en a qui parlent de plus de ça, mais en général on parle de 90% des résultats réels. Autre chose donc à définir à ce stade là, c'est lorsqu'on parle de plan de symétrie de la poudre. Donc on va voir ça dans le reste lorsqu'on va partir vers l'étude des sollicitations qui existent, l'attraction, la compression, le cisaillement, la torsion et la flexion. Vous allez constater qu'on va travailler toujours dans le plan. Et lorsqu'on parle donc une étude dans le plan, donc c'est une étude réduite avec 3 inconnus. Donc nous avons 2 efforts et un moment. Mais on doit toujours avoir un plan de symétrie de la poutre. Ça veut dire, donc pour avoir donc un plan de symétrie, il faut avoir 2 choses. Donc la première chose, donc, ça c'est à noter, donc pour avoir donc passé d'un système 3D vers un système plan, si on veut, il faut avoir deux. Donc nous avons donc l'étude, on va nommer ça l'étude. Donc pour passer de l'étude 3D vers une étude 2D, ça veut dire dans le plan. Et ici, donc, on travaille avec, si on veut, donc, nous avons 6 composants. Donc, 6 composantes. Mais par contre, dans le plan, on travaille avec 3 composantes. Donc, vous allez donc faire donc une remarque que travailler avec 3 composantes, ça facilite les calculs, donc pour rendre les choses plus simples. Maintenant, quelles sont les hypothèses qui vont me permettre de prendre donc un plan de symétrie ou bien quelles sont les 2 règles donc que doit avoir donc un système ou bien une poutre pour je puisse dire donc on va travailler donc un système plan. Donc on va travailler dans le plan. Donc premièrement, il faut avoir donc une symétrie de chargement, une symétrie de chargement, ça c'est très très important. Ça veut dire si on prend ce plan là, donc nous avons la partie à gauche et la partie à droite, donc nous avons le même chargement, ça veut dire les mêmes efforts, les mêmes moments appliqués avec la même quantité. Donc, et nous avons deuxièmement, nous avons une symétrie de géométrie, Donc la même chose. Donc si on prend notre plan donc Pi ici, donc c'est le plan de symétrie. Donc on va trouver donc les dimensions qui sont à gauche et les dimensions qui sont à droite, ils sont identiques. Donc ça, ce sont les 2 hypothèses aussi pour dire que nous avons un plan de symétrie. Et on va voir donc comment passer, donc on va voir donc les liaisons lorsqu'on passe d'une étude 3D vers une étude 2D. Donc on va travailler avec 3 composantes, ce sont 2 efforts et un moment. Ces hypothèses simplificatrices conduisent à des solutions approchées qui permettent en général une bonne approximation du comportement des structures soumises à différents types de charges.
Donc ça, c'est très important. Ça veut dire avec ces hypothèses-là, l'expérimentation a montré qu'on peut trouver des résultats très très proches de la réalité. Donc ce qu'on voit, donc c'est on effectue donc l'expérimentation.